Bonsoir à tous. On n'est pas très nombreux, je pense que c'est peut-être le beau temps qui a joué contre nous ce soir. Mais bon, le débat du coup va être très très convivial, donc tant mieux. Vous pouvez vous rapprocher. Hein. Oui, vous pouvez vous rapprocher. Du coup, ce soir, on a le plaisir de recevoir deux mouvements citoyens qui vont nous parler de la réappropriation des espaces publics. Et donc, c'est normal que Nathan Dubois, donc, qui représente les Incroyables Comestibles, est tout seul à la table, puisque Louise Moulin va arriver un tout petit peu en retard du fait de son agenda professionnel, et qui représentera un collectif qui s'appelle le collectif des engraineurs. Et donc l'idée de la soirée, c'est qu'ils vous présentent à la fois leur mouvement, mais aussi des exemples concrets de comment ils peuvent se réapproprier l'espace public, et également peut-être vous, si ça vous intéresse, de comment vous, en tant que citoyen, vous pouvez investir cet espace public pour faire entendre votre voix. Et en fait, tous les mois, nous, on organise des apéros thématiques. On est une association en fait de solidarité internationale. L'idée de ces apéros, c'est justement de sensibiliser, d'informer le grand public sur des thématiques dont on ne parle pas forcément dans les médias grand public. Donc c'est vrai que souvent on parle d'agriculture, d'agroécologie liée en lien avec les pays du Sud, puisqu'en fait donc on travaille nous sur trois thématiques principales dans les pays du Sud: la souveraineté alimentaire, donc via des projets d'agriculture bio et communautaire, la création d'emplois. On utilise en fait des savoir-faire locaux directement sur place pour générer des revenus, et des programmes d'éducation et de formation professionnelle dans le but d'autonomiser les populations. Nos bénéficiaires sont principalement des petits paysans, puisqu'on travaille à 80% en zone rurale et à 80% en Inde, au Sénégal et bientôt en France, où on va démarrer des programmes début 2016, notamment des programmes de soutien à des fermes agroécologiques. Voilà, après sur le PowerPoint, ça présente un peu nos objectifs. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai dit, ça revient, on revient dessus. Voilà, accès à l'agriculture durable et protection des ressources naturelles et de la biodiversité. Et on travaille notamment en Inde avec un mouvement qui s'appelle Navdanya, qui est le mouvement de Vandana Shiva, je ne sais pas si vous connaissez. Qui est une activiste anti-OGM et qui crée à travers toute l'Inde des banques de semences pour revaloriser la biodiversité. Et donc l'idée aussi, c'est de faire, via les apéros thématiques, c'est de faire ce lien-là entre les problématiques de semences que peuvent avoir des paysans en Inde avec les problématiques de semences ici que peuvent avoir des paysans ou des citoyens français. Voilà, et donc après là c'est des petits exemples de programmes qu'on a en ce moment en cours sur le terrain. Donc je vais laisser la parole à Nathan Dubois qui va donc nous présenter les Incroyables Comestibles. Voilà, je te laisse. Si tu veux, tu as un micro, mais bon. Ouais, non. Je trouve donc bonsoir, donc moi c'est Nathan, je fais partie des Incroyables Comestibles Paris. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le mouvement. Non, très bien, juste du coup. Donc Incroyable Comestible, c'est un mouvement qui est né en Angleterre, à Todmorden, c'est une petite ville dans le nord d'Angleterre. C'est un mouvement qui est né en 2008. Donc il y a un petit groupe de personnes, on ne sait pas bien s'ils étaient 2, 3, 4, pas plus que ça, qui ont commencé en fait à enlever l'herbe qu'il y avait devant chez eux pour planter du comestible et mettre un panneau nourriture à partager, servez-vous, c'est gratuit. Donc c'est assez marrant, 2-3 petites maisons comme ça isolées dans la campagne anglaise. Et donc les voisins assez surpris passaient devant et se demandaient qu'est-ce que c'est que ça. Et un jour ils sont venus, ils ont frappé à la porte, ils ont demandé, on avait vu que vous avez mis ces petits panneaux, savez-vous c'est gratuit. Quelle est la démarche, quelle est l'idée?
Donc là, en fait, ils ont expliqué que l'intérêt c'était de redonner de redonner de la dynamique au village. En fait, cette petite ville était une ville post-industrielle, donc une ville vieillissante où les gens partaient pour pouvoir vivre complètement différemment, parce qu'en fait, après la mode de l'industrialisation, toutes les villes qui avaient une usine commençaient à disparaître. Et donc ça crée des problématiques locales très fortes de chômage, de nourriture. Bonsoir Louise. Bonsoir Louise. Ouais, attends qu'elle arrive. Vas-y, viens. Donc je disais, les villes post-industrielles, il y avait pas mal de soucis de chômage et de réussir à boucler les fins de mois. Et donc ces trois personnes se sont dit, tiens, on va commencer par cultiver déjà devant chez nous, en mettant de la nourriture à partager à tout le monde, en espérant que d'autres personnes le fassent. Et bingo, c'est ce qui s'est passé. Donc la ville de Todmorden est devenue très vite une ville emblématique du mouvement, a créé même le mouvement Incroyable Comestible, qui initialement n'était pas du tout un mouvement, c'était vraiment une démarche de plantation et de dynamisme de la ville. Et en 2012, donc en 4 à 6 ans à peu près, la ville de Todmorden a réussi à recréer une dynamique locale en recréant des commerces de proximité. Alors pas en recréant une autonomie alimentaire d'environ 83%. Alors cette autonomie alimentaire, faut pas rêver, c'est pas les fruits et légumes que les gens faisaient pousser devant leur jardin qui rendaient la ville autonome, mais c'est par ce biais que l'autonomie est arrivée. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça a recréé une sensibilisation à l'échelle de la ville pour s'alimenter. Donc ça a recréé ce qu'on appelle en France des AMAP, c'est des systèmes de fermes locales, donc à 120 km à la ronde de Todmorden. Puis grâce à ça, donc les fermes ont recréé un dynamisme de marché. Donc il y a eu un marché au début mensuel, puis ensuite semestriel, et hebdomadaire. Donc ça a recréé vraiment un dynamisme très fort dans la ville, juste en plantant donc ces simples comestibles. Et le mouvement est arrivé en France en 2012, donc 4 ans après. Le mouvement est arrivé aussi à Paris, donc quelques mois après, donc aussi en 2012. Et donc c'est quelques personnes qui ont commencé à prendre des petites plantes, à semer dans des pots, à se mettre à des sorties de métro et à distribuer, en plantant aussi dans certains endroits, un petit peu en mode guérilla gardening. Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement des guérilla gardening. Donc c'est des actions de plantation, mais sans autorisation. Sauvage. Voilà, sauvage, vraiment sauvage. Donc la différence. J'aurais aimé qu'il soit là ce soir d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Mais voilà, la grosse différence, on va dire, entre un guérilla gardening et un incroyable comestible, c'est vraiment que Incroyable Comestible, c'est un mouvement pacifique, c'est un mouvement qui va aller dans le sens l'autorisation, donc avec les autorités locales. On ne va pas planter sans autorisation ni autre. Et vraiment un mouvement dans le positivisme et le pacifisme. Guérilla gardening, rien que le nom l'indique déjà, guérilla gardening. Donc déjà, on sent le côté un peu rebelle, un peu plus adolescent, on va dire, vraiment punchy, où c'est des actions plutôt nocturnes, où on va avoir une pelouse, on va arriver, on va planter et autres. Et voilà la grosse différence entre ces deux mouvements, mais voilà, c'est des mouvements qui restent assez proches idéologiquement. Donc nous à Paris, en fait, quand je suis arrivé dans le mouvement Incroyable Comestible, très vite j'ai voulu assez structurer la chose pour justement... Bonsoir. Bonsoir.
j'ai voulu structurer la chose pour que justement il y ait une différence à faire entre guerrier gardening et incroyable co-cible, pas pour faire une guerre de chapelle, loin de là, au contraire, c'est plutôt pour qu'on puisse toucher des acteurs différents et des citoyens vraiment différents. C'est-à-dire que les personnes qui vont vouloir être un peu rebelles, vraiment actifs dans l'action, ils vont pouvoir être guerrier gardening où ils vont pas demander d'autorisation, ils vont faire. Et les incroyables co-cibles, la différence c'est qu'on va vraiment toucher un public ultra large. On va toucher à la fois des enfants, des parents, des jeunes aussi, et des personnes âgées. Où la différence c'est que on risque pas de se retrouver au commissariat parce qu'on a planté quelque chose. Donc voilà pourquoi je tiens à faire cette distinction, par exemple, entre ces deux mouvements qui se rejoignent ici, qui sont quand même, qui fonctionnent en commun. Donc voilà, comme je vous le disais, le co-cible, j'ai eu la chance d'arriver, le mouvement était déjà un petit peu existant sur Paris. J'ai eu la chance d'arriver au moment où on était en train de discuter avec la mairie centrale pour avoir une subvention qu'on a obtenue d'ailleurs grâce au mouvement Colibri. Donc en fait on a négocié avec la ville de Paris pour avoir de l'argent pour pouvoir installer des bacs et de la terre et des plantes. On a une subvention de 1200 €. Donc ces 1200 € nous ont permis d'installer 3 bacs à la maison des associations du 12e de façon officielle. Et je sais ce que j'ai oublié de vous dire. Comment le mouvement est arrivé, quoi? Comment le mouvement s'est constitué sur Paris? En fait, au début, on faisait des rencontres. Donc, on présentait le mouvement incroyable comestible aux gens. Donc, qu'est-ce que c'est? On répondait à leurs questions, etc. On a fait une méthode en 3 étapes. La seconde étape qui était de faire une action commune. Donc, l'action commune, ça a été justement l'action à la maison des associations du 12e, avec cette subvention. Et la troisième étape à laquelle on est actuellement, c'est faire des actions, créer des groupes locaux. Donc maintenant, en fait, dans Paris et dans l'Île-de-France, on a des groupes locaux qui se sont constitués. Ce qui est assez particulier à Paris, pour ça qu'Incroyable co-cible en fait Paris est très particulier par rapport au mouvement Incroyable co-cible France. Je vais revenir dessus petit à petit, vous comprendrez les différences. Donc Incroyable co-cible Paris, quand je faisais des présentations, c'est vrai que j'avais un public assez large. À chaque fois, on va dire une vingtaine, trentaine, voire quarantaine de personnes, avec des niveaux différents de culture, de connaissances, d'envie, d'action. Et où je leur présentais le mouvement Incroyable co-cible, je leur donnais 2-3 petits tuyaux pour planter, pour commencer. Donc en gros, pour commencer Incroyable co-cible, c'est pas dur. L'intérêt du mouvement, c'est vraiment le partage. Donc on peut faire des Incroyables co-cibles sur des lieux privés, ne serait-ce qu'en commençant par chez soi ou sur son balcon. Pourquoi? Parce que, admettons, vous prenez une jardinière, vous plantez des tomates, bien sûr vous avez des tomates qui poussent, vous récupérez ces tomates, vous récupérez les graines et vous replantez. Quand vous avez une graine qui fait un pied de tomate, vous avez peut-être, une cinquantaine facile de graines possiblement utilisables. Ces 50 graines, vous pouvez les partager avec votre voisin, avec des amis et autres. Rien que ça, vous êtes déjà dans le mouvement, en fait, Incroyable co-cible, puisque vous êtes dans le partage. C'est vraiment ça l'intérêt du mouvement. Donc voilà, ça c'est vraiment le plus simple, c'est de commencer chez soi. Ensuite, la deuxième étape qui peut être assez simple, c'est de voir avec la copropriété, si vous êtes en immeuble ou en maison. Vous pouvez voir avec vos différents voisins pour avoir un lieu de culture. Et vous pouvez faire ce même schéma de planter, de partager les fruits, de partager les semences. La troisième chose qui peut être assez accessible, assez simple, c'est de voir avec le quartier. Donc on va toucher, soit on a un accord avec la mairie et on va pouvoir planter dans des bacs qui sont déjà là, soit on peut voir ça avec le conseil de quartier. Souvent ils sont plutôt accessibles, parce que c'est des citoyens comme nous qui sont juste engagés pour la ville, pour le quartier. Et ensuite, à plus grande échelle, voir ça avec Paris complètement, comme on l'a fait pour l'action à la maison des associations. Et donc voilà en gros le schéma facile d'accès pour les incroyables co-cibles. Donc comme je vous disais, la seconde opération qui était l'action commune permettait en fait de rassembler les forces de Paris pour se dire tiens, on n'est pas tout seul isolé dans son coin à vouloir planter du comestible. On est nombreux. Et en effet, ce jour-là, on était quand même pas mal nombreux, puisque c'était un jour où il faisait très beau.
C'était la fête du jardin. Du coup, les forces parisiennes de plantation sont réparties un petit peu partout dans Paris. Et on a quand même réussi à toucher à peu près 80 personnes à la maison des assauts du 12e qui sont venues planter. À savoir que moi j'avais une idée très schématique de l'organisation où je lui disais, ben voilà, on va arriver à 10h, on va commencer à faire les bacs, à midi on aura commencé à planter, à 14h on pourra commencer à discuter entre nous. Et en fait, on était tellement débordés, tellement qu'il y a eu de monde, qu'en fait ça s'est complètement géré différemment. Ce qui est génial, c'est que ça s'est autogéré. Ça veut dire que ben voilà, les gens se sont réunis, ils ont demandé ce qu'il y avait à faire, et du coup pendant que j'étais en train de renseigner les gens à gauche à droite sur comment on peut devenir incroyable co-estible chez soi, comment faire, la discussion avec les élus et autres, en fait derrière moi il y avait tous les gens qui s'activaient pour faire les bacs. Donc les bacs ont été faits en 1 heure de temps à peine. Et ensuite, les gens ont mis directement la terre et les gens ont planté. Et ça, c'est génial parce que du coup, on est en train de parler, on se retourne et là, on voit que vraiment le mouvement citoyen est là puisque les gens l'ont fait en autonomie. Et là, c'est juste génial, une journée comme ça. Donc suite à ça, en fait, on est parti sur la direction des groupes locaux dans Paris. Et donc lors du dernier rassemblement, on a fait un petit test à main levée en demandant aux gens d'où ils venaient. Donc on a demandé par arrondissement, puis on a vu qu'il n'y avait pas trop de mains qui se levaient, puis à un moment on a changé la technique, on a demandé qui vient de banlieue parisienne. Là sur les 30-40 personnes, il y en avait une quinzaine qui venaient de banlieue. Là on s'est dit merde, bon merde pas dans le sens c'est dommage, merde dans le sens va falloir qu'on réfléchisse comment s'organiser. Et donc les autres personnes venaient de Paris. Et c'est là qu'on s'est dit, il va falloir qu'on fonctionne différemment pour les incroyables co-estibles à Paris, puisqu'on touche un très large public, et donc des gens qui sont vraiment franciliens et pas juste Paris. Donc là, en fait, suite à ces réunions où on pensait créer des groupes locaux dans Paris, les 2 premiers groupes qui se sont créés, c'était Boulogne-Billancourt, dans le 92, et ça a été Val-de-Marne, dans le 94. Donc c'est assez particulier pour un mouvement qui était censé être parisien, de créer des groupes à l'extérieur de Paris. Mais en même temps c'était génial parce que ça créait vraiment une dynamique très, très importante. Et donc on était vraiment satisfaits parce que Boulogne-Billancourt, qui était un groupe vraiment tout jeune, est devenu très très vite autonome. Et comme il y avait pas mal de gens qui étaient dans les mouvements véganes, ils nous ont beaucoup soutenus pour l'organisation de certains salons. Et par exemple, une grosse journée de manifestation contre Monsanto, où les engraineurs d'ailleurs étaient acteurs et faisaient une manifestation à Stalingrad, on avait 2 autres salons. Alors comment on fait pour tenir 3 salons le même jour avec un petit mouvement citoyen où on a à peine 5 têtes identifiées et des emplois du temps débordés? Et ben on a de la chance, il y a Boulogne-Billancourt qui a pris le salon, l'organisation du salon vegan avec les incroyables co-estibles. On a eu François Rouillet qui est venu en plus. Donc François Rouillet, c'est le coordinateur du mouvement Incroyable co-estible de France. Donc on a eu un groupe qui a géré le salon du livre et de la presse écologique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un salon qui parle de la presse écologique. Ça avait lieu dans le 20e. Et donc un autre engraineur, d'ailleurs Damien, qui était engraineur et incroyable co-estible dans le 77 à Montreux, qui a pris l'espace incroyable co-estible le jour de la manif avec les engraineurs à Stalingrad. Et du coup, ce jour-là, j'étais volant, donc ça veut dire que je me déplaçais de lieu en lieu pour essayer d'aider à structurer, à soutenir le groupe. Et c'était une journée vraiment merveilleuse. Un peu fatigante. Il a fallu quand même se déplacer 13e, 20e, je sais plus où, et puis finir à Stalingrad 19e. Et voilà l'intérêt en fait d'avoir même des groupes comme l'Île-de-France qui peuvent nous aider, nous soutenir sur certaines actions. Donc ensuite le Val-de-Marne qui a démarré d'une autre façon. On avait une personne en fait là-bas qui était engagée dans un incroyable co-estible qui tenait en fait une boutique et qui avait déjà fait des bacs bien avant que je sois dans le mouvement, mais qui par contre était un petit peu isolée, un peu toute seule, et qui par la force des choses en fait a réussi à créer un dynamisme. Elle s'est rapprochée du mouvement là-bas, donc le mouvement qui s'appelle TNT, c'est Territoire en Transition, donc c'est un mouvement très proche des mouvements Colibri, donc c'est TNT Val-de-Marne.
et qui ont donc créé une dynamique vraiment différente avec les incroyables possibles. Donc eux, ça a été un groupe qui a eu longtemps à se mettre en place et qui maintenant est clairement efficace, puisque cette année ils sont en train de pousser comme des fleurs de printemps, puisqu'ils sont en train de fabriquer presque une fois par mois, ils font un atelier bac où ils fabriquent des bacs et où ils les installent devant soit une boutique, soit une entreprise, soit en pleine rue, avec différents accords. Donc voilà, ça c'est les deux groupes extérieurs à Paris. Par la suite, on a eu un groupe dans le 13e qui s'est formé, qui eux aussi étaient un groupe avec des membres qui voulaient être acteurs directement, qui voulaient pas s'embêter à faire des conférences, à expliquer ce que c'était le mouvement, ils voulaient juste faire et montrer par l'exemple comment on peut faire des incroyables locaux à Paris. Donc eux, pareil, ils ont écouté différentes techniques et ils ont choisi celle d'aller voir des commerçants de proximité, une AMAP, une ruche qui dit oui d'ailleurs aussi, et des cafés associatifs. Ils ont eu des partenariats avec eux, ils ont installé des bacs et ils ont très vite pollinisé différents endroits dans le 13e arrondissement. Donc ça c'était l'an dernier pour les incroyables locaux du 13e. Donc cette année, je ne sais pas trop où ils en sont, parce qu'en fait les deux membres fondateurs du groupe et très actifs ont déménagé en même temps. C'est assez dommage, mais on va voir ce que ça donne. Et donc moi, ah oui, on a le groupe du 14e aussi, qui existait. Alors ça, c'est un groupe assez particulier, parce que c'est un peu là-bas que c'est né le mouvement incroyable comestible à Paris. Mais c'est vrai que pareil, les fortes têtes là-bas, les leaders du groupe ont dû déménager aussi. Donc le groupe en fait était en stand-by, un coup il est là, un coup il est moins là. Et là, il est en train de renaître par le groupe des Colibris 14e, par exemple. Donc là-bas, ils ont la chance d'avoir un café associatif qui s'appelle le Moulin Café, qui permet donc d'installer, de planter devant les bacs chez eux. Et donc c'est comme ça que le mouvement dans le 14e continue à prendre. Donc moi de mon côté, j'étais coordinateur du mouvement incroyable comestible Paris, donc je le suis toujours. Hein. Mais c'est vrai que de plus en plus, j'essaye de me localiser. Donc habitant le 12e, j'essaye vraiment de faire en sorte de faire vivre les incroyables comestibles dans le 12e. Donc suite aux incroyables comestibles dans le 12e, on a eu différents partenariats, donc avec le conseil de quartier, où on plante chaque année depuis... là, ça va être la 3e année, on va planter dans la rue de Wattignies. Donc ce qui est sympa là-bas, c'est que c'est vraiment une rue qui est vraiment en plein milieu de la population. Donc c'est pas du tout protégé, c'est pas du tout isolé. Et donc le conseil de quartier en fait avait lancé un appel il y a 2-3 ans pour aller planter. Donc moi j'ai été, parce que je suis fan des plantes, donc je voulais les aider. Et donc je me suis rendu compte qu'on était 5-6 personnes à planter, que c'était joli, mais par contre en même pas un mois, il y avait 50% de plantes qui avaient disparu. Donc là j'ai proposé au conseil de quartier en fait de planter des comestibles. Donc au début ils m'ont regardé un peu comme un extraterrestre, c'était assez marrant. Et donc j'ai un peu forcé la main en disant laissez-nous essayer de planter des comestibles, on verra ce que ça donne, au pire vous ça vous coûte rien, ça fera une activité dans le quartier et si ça marche tant mieux, si ça marche pas, tant pis on aura essayé. Et donc force des choses, le conseil de quartier m'a laissé la place et m'a laissé donc planter avec d'autres personnes dans la rue de Wattignies. Et ils se sont rendus compte au bout de 2-3 mois que c'était génial, parce que à l'inverse de plantes qui disparaissent, il y avait des plantes qui étaient arrivées dans les bacs. Parce que les gens qui avaient des plantes chez eux qui savaient pas quoi en faire, plutôt que de voler les petites primes verts que la mairie plante, ils ont préféré déposer les plantes qu'ils avaient et qu'ils savaient pas quoi faire quand ils déménageaient ou les plantes simplement qu'ils savaient pas entretenir. Et donc très vite le conseil de quartier a été convaincu par le mouvement incroyable comestible et donc c'est ce qui a créé ce partenariat. Donc cette année on fait une action le 17 mai où on va planter dans les bacs de la rue de Wattignies. Donc comme je vous dis, c'est vraiment un laboratoire de rue, parce que il y a aucune barrière, donc tout le monde peut vraiment se servir. Bon, par contre voilà, faut pas rêver, hein, les tomates qu'on plante, la menthe et autres, on en voit très très peu. Il y a beaucoup de gens qui y piochent. Mais voilà, en même temps, ce qui est génial, c'est que les gens osent se servir. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, tout ce qui va être plante un peu moins connue, la ciboulette, les gens connaissent, mais par contre, en plante, ils connaissent moins. Du coup, tout ce qui va être ciboulette, tout ce qui va être amélis, tout ce qui va être framboisier, tout ça, c'est des plantes qui ne vont pas bouger.
C'est des plantes que les gens ont plus de mal à s'approprier puisqu'ils ne savent pas trop quoi en faire ou ils savent pas la reconnaître. Donc c'est assez marrant, c'est tout ce qui est fraises et autres. On voit les enfants qui courent de l'école, qui vont récupérer les fraises en pensant que dans la nuit il y a des fraises qui ont poussé. Donc c'est assez marrant. Et qui même parfois cueillent les fraises vertes en pensant qu'elle va rougir parce qu'ils l'ont dans la main ou autre. Donc voilà, ce qui est vraiment génial avec ce mouvement, c'est qu'à Paris, notre but c'est pas d'être autonome alimentairement parlant, faut être honnête. Pour l'instant on est encore loin. Ça veut pas dire que c'est pas un but qu'on vise, hein, mais pour l'instant voilà, on préfère être beaucoup plus pragmatique. Et donc ce qui est génial, c'est vraiment la pédagogie qu'on apporte, c'est-à-dire que beaucoup de Parisiens, que ce soit des enfants ou même des adultes, ne savent pas comment pousse une tomate, une pomme de terre ou autre. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que moi-même je suis pur parisien, j'ai de la famille qui a toujours vécu à Paris, et mes petits cousins qui ont même pas une dizaine d'années, en parlant avec eux, je me suis aperçu qu'ils pensaient que les tomates et les pommes de terre poussaient sur les rayons de supermarché. Mais véridique, hein, c'était assez bluffant. Moi d'ailleurs, la première fois qu'ils m'ont dit ça, ça m'a choqué, quoi, vraiment. Et j'ai pas pu croire que mes propres cousins pouvaient penser ça. Eh ben si. Et ce qui a été très marrant, c'est que la mère, donc ma tante, est arrivée et a posé la question en disant, donc nous a posé une question très particulière de ce type-là, et ne savait pas aussi certaines, bon, les tomates et les pommes de terre, bien sûr, elle savait, hein, mais il y a d'autres choses comme ça qu'elle ne savait pas non plus. C'est ça que je me suis dit, mais c'est dingue en fait, à quel point à Paris on est reculé de la terre, et à quel point il faut reparler des bases avant de vouloir juste rendre Paris abondant avec de la nourriture. Et donc voilà, comme je vous dis, hein, Incroyable Comestible à Paris, c'est vraiment un but pédagogique, hein, plus qu'autre chose, en tout cas maintenant. C'est pas la dizaine de bacs qu'on a éparpillés dans Paris qui vont rendre Paris autonome, hein, alimentairement. Bah voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de la présentation des Incroyables Comestibles à Paris. En termes de communication, donc il faut savoir qu'on utilise les réseaux sociaux, donc Facebook surtout, qui est vraiment un moyen incontournable pour les Incroyables Comestibles en France pour sensibiliser et toucher les gens, parce qu'il n'y a pas à dire, hein, Facebook c'est vraiment ce qui touche le plus de monde et le plus large public, donc c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Il faut savoir que nous, quand on lance une opération Incroyable Comestible, on a toujours des nouvelles têtes qui se ramènent, qui viennent, qui plantent. Donc ça, c'est toujours intéressant et toujours bon à apprendre. La problématique, on va dire, sur Paris, c'est pas quand il y a une action, c'est sur le long terme. Donc c'est d'aider les gens à s'engager et à créer vraiment une dynamique locale et à pérenniser des bacs. C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse avec Incroyable Comestible, c'est pas juste de dire aux gens comment on fait des bacs et autres, c'est vraiment de créer des bacs de façon pérenne, parce que l'intérêt du mouvement, comme je te dis, Incroyable Comestible, qui est un mouvement positif, notre intérêt c'est pas que la mairie nous fasse se mettre contre nous. Donc quand on installe un bac, on essaye vraiment d'avoir un maximum d'accords, on essaye vraiment d'avoir des personnes qui derrière assurent le bon maintien du bac. Ça à Paris, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux autres villes, un bac il reste pas plus d'une semaine, hein, s'il n'a pas été autorisé ou s'il n'est pas entretenu. La ville envoie très vite les décharges et autres pour enlever le bac. Donc voilà pourquoi à Paris on marche vraiment différemment que dans les campagnes pour les Incroyables Comestibles. Si une autre petite anecdote qui va vous expliquer pourquoi Incroyable Comestible Paris est particulier. Quand je me suis lancé dans les Incroyables Comestibles, c'était 2 longues grosses discussions de bien 3-4 heures avec François Rouillet, le coordinateur France, pour définir comment faire sur Paris. Donc là, il faut savoir que le premier appel, on a discuté, on avait conclu que c'était pas possible que je fasse les Incroyables Comestibles, parce que j'avais une idée trop organisée, trop arrêtée. Et le deuxième appel, il en a conclu que Paris était beaucoup plus particulier qu'il ne le pensait, parce qu'il il a vu certains retours d'autres personnes, et il s'était aperçu que c'était difficile que les gens s'engagent. Et donc là où on a une méthode en 5 étapes avec les Incroyables Comestibles, à Paris on a une méthode en 3 étapes complètement inverse. En fait, faut savoir que si on veut installer les Incroyables Comestibles dans une ville de province, c'est assez simple. Déjà, les gens se connaissent.
Ensuite, si on veut faire une action, il y a 3 lieux primordiaux à toucher. C'est soit la mairie, soit l'église, soit le marché. À Paris, je ne sais pas si vous savez combien on a de mairies. On en a 21. Donc déjà, vous voyez déjà la grosse différence. On a 21 mairies, 20 arrondissements et la mairie centrale. Donc 21 mairies. On a, quand on parle des églises, on en a plus de 460, si je ne me trompe pas. Quand on parle des marchés, c'est incalculable le nombre de marchés à Paris. Et pareil pour les écoles, c'est vrai que c'est le 3e point. Dans les provinces et autres, quand on veut toucher les gens, c'est les écoles. À Paris, on a 600 et plus de 660 écoles. Donc comment on fait pour pour faire une action qui soit vraiment concrète et visible par Paris? C'est très difficile. Donc c'est pour ça qu'à Paris, on essaye d'avoir une démarche un peu différente qu'Incroyable Comestible France. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, je pense que j'ai fait le tour des Incroyables Comestibles à Paris. Si vous avez des questions. Je voulais dire, est-ce que oui, effectivement, avant que Louise nous parle du collectif des engraineurs, on va peut-être passer à des questions. Comment vous avez financé? Alors, comme je disais, on n'a eu qu'un partenariat pour l'instant avec la mairie de Paris. Donc on a eu 1200 euros de subvention. Et on les a juste utilisés pour une journée où on a installé 3 bacs pérennes à la maison des associations. Sinon, on n'a pas de financement au sens monétaire. On a des financements, on va dire, plutôt partenariats. Donc ça veut dire qu'on a Cocopelli derrière qui nous soutient, qui nous envoie des semences. Et ensuite, c'est beaucoup de relations avec différents jardins partagés, différents acteurs locaux avec qui on va faire des échanges et autres. En fait, c'est là où on va rejoindre un peu Guerilla Gardening. C'est que nous, notre but, c'est pas d'être financier ou autre. Notre but, c'est de créer par le mouvement citoyen. Donc voilà, nous, on cherche pas les subventions, on cherche rien de tout ça. On veut juste... Comment ? C'est que des bénévoles? Ouais. On n'est que bénévoles et que des personnes engagées qui échangent, qui parlent d'actions, qui font. Et voilà. Est-ce que vous avez un local à Paris? Non, on n'a pas de local. Pourquoi faire? On aurait un local. Non, je sais pas, justement, j'imagine que c'est Alors, en fait, à Paris, comment on a fonctionné au début quand je faisais des rassemblements avec les colibris ou autres, je faisais tout pousser sur mon balcon. Donc, une des grosses premières actions de dons de plantes qu'on a fait, c'était des potimarrons parce que ça pousse très facilement et c'est très emblématique. Parce qu'une graine de potimarron pousse entre 80 et 100%, donc on a très peu de pertes. Et donne des graines à foison, donc c'est très très facile à redonner. Et donc j'avais planté à peu près 70 potimarrons qu'on a apporté à l'hôtel de ville, qu'on a donné, qu'on a distribué aux gens. Et donc ça avait juste poussé sur mon petit balcon de à peine 1,60 m sur 1 mètre. Ensuite, par la suite des choses, je me suis mis dans un jardin partagé à côté de chez moi où, pareil, j'ai très vite négocié, on va dire, entre guillemets, une petite parcelle pour les plantations incroyables comestibles. Donc, les plantes de la rue de Wattignies, par exemple, viennent du jardin Claude Descamps, jardin des Deux Lauriers. Donc voilà, la plupart des plantes actuellement de Paris viennent de par là. Et viennent aussi des semences de Cocopelli, entre autres. Après, on a la graine de Troc, par exemple, qui était une association d'échange de graines sur Paris, qui nous ont aussi donné pas mal de semences au début. Là, j'ai pas toute la liste des noms comme ça de tête, mais voilà, c'était beaucoup des échanges en fait. Donc, de coup, le bac que vous avez eu, vous les réutilisez Alors là, en fait... dans des endroits différents? Non, ils restent. En fait, ils sont restés à la maison des assos. Donc maintenant, en fait, il y a une nouvelle association qui s'est installée devant, pour les termes pédagogiques. Donc nous, comme on n'avait pas la force citoyenne à la maison des assos à ce moment-là, on a retiré les bacs cet hiver. Et donc là, maintenant, on va refaire le jardin, mais à l'arrière de la maison des associations. Donc là, on va recommencer un nouveau cycle, et de façon différente. On s'est rendu compte, en fait, qu'à Paris, ce qui manquait pour que les gens s'engagent, c'est aussi la connaissance. Comme je disais, les gens ne savent pas forcément comment pousse telle ou telle chose. Et donc, on va commencer certainement par des cours de jardinage à la maison des assos du 12e, d'ici peu.
Donc on réfléchit encore au jour, on réfléchit encore au fonctionnement. Il y a des chances que ce soit le mercredi après-midi, comme ça on touche vraiment un large public avec des enfants, des grands-parents et des parents. Et sinon ça sera peut-être le samedi. Et on va voir aussi pour la régularité si c'est toutes les semaines, si c'est 2 fois par mois ou si c'est 1 fois par mois, on n'en sait rien encore. Ça va vraiment dépendre de la force vive qu'on a actuellement. Voilà. Peut-être que vous l'avez évoqué avant qu'on arrive, mais à la base ça vient d'un mouvement anglo-saxon. C'est ça, de Tom Morden en 2008. D'accord. Et est-ce que vous y êtes rattaché ou c'est vraiment indépendant et comment ça se passe là-bas? On y est lié. Alors rattaché, je sais pas, mais lié clairement oui, puisque le mouvement est né vraiment là-bas. Donc faut savoir qu'en 2013-2014, le mouvement avait pris une très grande ampleur en Angleterre et les Anglais ont donné la flamme de l'abondance aux Français pour le mouvement Incroyable Co-Cible et pour gérer avec l'international. Donc nous à Paris on est clairement liés avec Incroyable Co-Cible France, qui eux sont liés avec Incroyable Co-Cible Angleterre et autres. C'est là où je disais, nous à Paris en tout cas on a un fonctionnement vraiment différent d'ailleurs, vraiment même par rapport au territoire français et autres. Donc la démarche reste la même, l'idéologie reste la même, mais c'est le champ d'action qui va être vraiment différent et la sensibilisation qui va être différente. À la campagne, les gens savent faire pousser des tomates, savent faire pousser des potimarrons, savent faire pousser de la menthe et autres. À Paris, les gens ne s'en rendent pas compte, quoi. Les gens ne savent même pas que si on coupe de la menthe, on enlève les 3-4 premières feuilles, on les met dans l'eau, on attend, ça refait des racines. À la campagne, tout le monde fait ça. Du bouturage très basique, très simple. À Paris, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent forcément. C'est pour ça qu'on a une démarche vraiment différente. Sur les questions, vous parlez des réseaux sociaux, notamment Facebook, mais il y a d'autres. Par exemple, vous avez déjà fait des événements. Après oui, voilà, on a toute la communication physique, qui est donc des conférences, qui est des présentations, que ce soit dans la rue, que ce soit dans des lieux privés. Mais c'est vrai que le public qu'on touche, c'est aussi beaucoup par Facebook. Quand on fait un atelier ou une conférence dans un lieu, c'est parce qu'on a communiqué au préalable sur Facebook qu'on touche des gens. Les seules fois où on a touché du public vraiment beaucoup plus large sans que ce soit prévu, c'était quand on a fait une action avec Verger Urbain, qui est une association parisienne, qui avait une place devant l'hôtel de ville pour fêter les 10 ans des jardins partagés. Donc c'était il y a à peu près 2 ans. Et où ce jour-là, par exemple, ils nous avaient invité les Incroyables Co-Cible à présenter, et où là, on avait des gens qui passaient et qui s'arrêtaient. Après, on a aussi toute la sensibilisation quand on plante, par exemple, dans la rue de Wattignies, ou quand on fait des actions. Là, on se touche aussi à un public direct. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a ça aussi à Londres? À Londres, très bonne question, je ne sais pas. C'est une grande ville. J'en ai aucune idée. Là, il faut voir plutôt ça avec les coordinateurs du mouvement nationaux et internationaux. C'est vrai que moi, je gère le territoire de Paris qui est déjà très complexe. Et c'est vrai que je m'attarde pas trop sur tout ce qui se passe ailleurs parce que ça serait vraiment beaucoup trop de temps demandé pour moi de suivre tout ça. Donc pareil, c'est un mouvement qui a pris une ampleur. C'est une grande ville, il y a peut-être les mêmes problématiques qu'à Paris. C'est possible, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, il y a une mentalité anglo-saxonne qui est un peu différente que la mentalité française. Même actuellement, je sais qu'il y a 2 ans, quand je parlais des Incroyables Co-Cible, je sais qu'on était à peu près à 300-350 villes en France. Là, je crois qu'on est à 400, voire plus, de villes en France qui ont lancé des initiatives Incroyables Co-Cible. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pris une ampleur très importante. Et comme je vous dis, j'ai du mal à suivre un peu tout ce qui se passe en dehors de la région parisienne Île-de-France. La magie du mouvement citoyen, c'est aussi de passer d'un groupe petit de citoyens à une ville qui décide de se faire labelliser entre guillemets Incroyable Co-Cible Albi, qui vient juste Tout à fait. se faire une ville du Tarn, dans le sud-ouest de la France. La mairie en fait a décidé de lancer à l'échelle de sa ville le projet Incroyable Co-Cible. C'est vrai que c'est quelque chose d'important à savoir avec les mouvements citoyens,
c'est que c'est des mouvements très très libres. Incroyable Cohesive Paris a failli devenir une association et finalement a préféré rester un mouvement pour beaucoup de raisons. Le mouvement est beaucoup moins récupérable, c'est beaucoup plus libre et l'intérêt c'est vraiment que les citoyens puissent s'engager à leur échelle. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives parfois qu'on apprend comme ça lors de rencontres et même en France quand on dit 300 ou 400 initiatives, c'est 300 ou 400 initiatives répertoriées. C'est pas toutes les initiatives qui existent. Comme je dis, l'initiative dans le Val-de-Marne, on n'avait pas connaissance avant que la personne se pointe à une rencontre incroyable cohesive à Paris. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc par exemple, moi je connais l'île en transition, Colibri. Tout ce que vous dites, pour moi, c'est tout ce que eux aussi font. Tout à fait. Donc, quelle est votre spécificité par rapport à comment vous travaillez ensemble? Bah là, vous me lancez une grande perche. Et donc, comme citoyen, aujourd'hui, ça dépend dans quelle ville on est, on a un panel gigantesque de différentes initiatives, propositions. Bah là, par exemple, on va rejoindre aussi le thème de solidarité de l'association Solidarité qui se penche spécifiquement vers l'agroécologie et autres. Et donc, Incroyable Cohesive, ce n'est rien de plus qu'une branche de la transition d'Angleterre. C'est vraiment le mouvement de transition, c'est vraiment juste une branche. Et en France, c'est aussi... Après, c'est toujours un gros débat entre transition et colibri. On va pas aller dessus parce que c'est assez complexe. On a personne de transition qui peut vraiment l'exprimer. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment des choses qui fonctionnent ensemble. Et si on prend les 5 thèmes de colibri de l'an dernier et les 5 thèmes de transition généraux, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes thèmes. Et Incroyable Cohesive, c'est juste un de ces 5 thèmes. C'est la transition citoyenne par le biais de l'autonomie alimentaire, de la sensibilisation au niveau de tout ce qui va être culture et nourriture en fait. C'est vraiment cette branche-là. Donc moi-même, je suis un membre du groupe COPIL, qui est le collectif de pilotage des colibris parisiens, et je suis initiateur du mouvement Transition Paris 12e et Colibri. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi, où c'est clairement des mouvements qui se rejoignent et où on fonctionne, en tout cas on essaye de fonctionner vraiment le plus possible ensemble. Et pour nous, tu es un engraineur. Et je suis aussi un engraineur, bien sûr. Donc, je l'ai pas dit parce que voilà, Louise est là. Et avec Louise, on se connaît depuis le début des engraineurs. Je faisais partie... non, on ne s'est pas discuté avant. Je faisais partie des colibris, donc j'étais un des réformes qui a été en coordination avec Louise au tout début. Et donc j'ai aidé les engraineurs au tout début à se monter. Bon, après Louise, du coup, fera la présentation, mais... Voilà, c'est aussi une de mes casquettes où je suis engraineur, puisque voilà, on est vraiment dans ces mouvements où dès l'instant qu'on essaye d'être dans l'action et dans la sensibilisation et autres, on se met pas des bâtons dans les roues, au contraire, on évolue vraiment ensemble, quoi. Alors justement, on va laisser la parole à Louise. Nathan. On va laisser la parole à Louise qui va donc nous présenter le collectif, les actions. On va juste mettre en place clé USB pour mettre des photos et les actions du collectif. Il y a une définition sur la clé USB, il y a un fichier qui s'appelle définition sur la clé USB dans le dossier Solidarité, si vous trouvez. Le collectif citoyen Les Engraineurs, c'est un collectif citoyen informel, c'est pas une association. Il s'est constitué, en fait, les membres du collectif se sont rencontrés sur Facebook. Voilà, déjà. Facebook, en mai 2013, est annoncé l'événement March Against Monsanto, Marche contre Monsanto. C'est une page événement qui vient des États-Unis sur laquelle il est écrit en anglais « Nous recherchons les organisateurs pour cette manifestation ». Là, il y a 2 autres filles et moi, on se croise sur les messages en disant moi je veux bien essayer de le faire, je l'ai jamais fait. 2 autres qui disent moi aussi on veut bien. On se dit ok, toutes les 3 on va organiser la manif. Hop, on s'active beaucoup sur les réseaux sociaux, on fabrique un tract vite fait, on fait des appels à des gens, si vous avez une imprimante que vous pouvez les imprimer, si vous pouvez, en fait ça s'organise en 3 semaines, on
on monte un mouvement avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés et on organise la première marche contre Monsanto à Paris qui rassemble 2000 personnes au Trocadéro. Le 23 mai, on se rencontre physiquement. Ah, c'est toi Abderrahim, c'est toi Nathan, c'est toi Benjamin, c'est toi, voilà. Et là, on se dit super chouette, on a assuré, on n'a jamais organisé de manif, c'était hyper excitant, c'était chouette, et puis il y en aura une autre dans 6 mois, on va se constituer en collectif. La première étape, c'était au moment du printemps français. Et la question de l'écologie, ça touche évidemment tout le monde. Et il y a eu des tentatives de récupération de la marche contre Monsanto. On a très vite été spoilés. En fait, le Printemps français avait publié sur son site internet OGM, PMH, GPA, OGM, même combat. Rendez-vous au Trocadéro le 23 mai. Donc on a des groupes antifa qui nous sont tombés dessus, n'y allez pas, c'est des fachos, machin, blablabla. Donc là on a fait ok, va falloir vite qu'on se protège. On a posé une charte avec les premiers membres du collectif. On a posé une charte qui nous positionnait sur l'écologie, certes, mais de l'écologie sociale, solidarité sociale. On n'était pas dans de l'écologie en mode bobo, je suis privilégié, j'ai les moyens, moi, de bien m'alimenter, mais plutôt tourné vers de l'éducation populaire. Et notre charte, elle écrit, donc voilà, un engraineur, c'est un citoyen informé et responsable qui participe à l'éveil des consciences citoyennes et écologique en partageant son savoir et sa créativité dans le but de faire respecter ses droits afin que tous se réapproprient les biens communs de l'humanité contre les intérêts privés d'une minorité. Donc il y avait quand même un bon angle politique qui va vers la question de la répartition des richesses, sachant qu'on considère comme bien commun les savoirs, l'éducation, les semences évidemment. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent, l'eau. Ça nous faisait un truc très très large. Action Monsanto, une charte très large. Donc sur cette base de charte, on s'est dit bon bah maintenant toutes les actions. Enfin, en fait. Je vais essayer je reprends. Les Engraineurs, donc c'est un collectif qui se veut à fonctionnement horizontal. Donc pas de chef, pas de porte-parole nommé. Chacun, en fait, on se considère comme une dynamique citoyenne déjà, et pas une association, une dynamique. On engraine. Engraineur, c'est un adjectif, c'est pas un nom propre. C'est un adjectif qui peut aller sans doute à beaucoup d'entre vous. En tout cas, il faut se l'approprier. On a mis en place une forme de démocratie interne au collectif. Alors l'idée c'est que le collectif Citoyens les Engraineurs, on décide pas de le rejoindre, on rejoint pas le collectif en décrétant qu'on le rejoint. On rejoint une action. Au cours de l'action, on rencontre les membres du collectif qui sont devenus au bout de 2 ans assez soudés, qui ont des bases de valeurs communes qu'ils défendent. En fait, ça se fait très naturellement. Autour de la table, il y a 10, 12 anciens engraineurs, il y a des nouveaux qui arrivent. On a un bon feeling, on s'entend bien, on sent qu'on va pouvoir bien travailler ensemble ou pas. Il y a des gens qui débarquent, qui sont hyper critiques, qui font que des critiques, mais qui apportent pas de solution ou qui voilà. Donc on se dit celui-là c'est un rabat-joie, c'est un emmerdeur, il est juste là pour nous. C'est un troll comme sur internet, donc on n'en veut pas. C'est pas grave. La majorité des actions, on rencontre des gens très sympathiques qui nous rejoignent. Et ça se passe très bien, mais on a aussi très vite vu qu'on n'avait pas trop envie de se faire tirer vers le bas, qu'on avait plutôt envie d'avoir des énergies positives. Voilà. Alors, les engraineurs, en fait, maintenant, ceux qui font partie du collectif sont libres d'être moteurs sur de proposer n'importe quelle action qui est en rapport avec la charte. Donc ça peut être une action pour le droit au logement, ça peut être une action sur les libertés internet, ça peut être une action contre Boko Haram, ça peut être tout ce qu'on veut, tant que c'est en rapport avec la charte. Le processus de démocratie interne, c'est un engraineur convainc 2 autres membres du collectif, donc même un nouveau convainc 2 anciens de l'intérêt du sujet. C'est porté, c'est sur des mailing lists, ça se passe beaucoup sur internet, donc c'est proposition action. C'est proposé à tout le monde. On considère que celui qui ne dit rien est d'accord. Donc, dans les 48 heures, s'il n'y a personne qui s'oppose à l'action, on y va. Donc notre démocratie, on a découvert que c'était un fonctionnement
une forme d'anarchie en fait, une auto-organisation avec des lois propres au collectif. Voilà, on s'est accordé tous ensemble sur des règles communes. Voilà. Alors après, les actions sur lesquelles on a été... En fait, les engraineurs, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'on travaille pas avec de l'argent, on se paye pas des campagnes de pub, machin, tout ça. Donc, les réseaux sociaux, pour nous, c'est un média d'information alternatif sur lequel on peut toucher pas mal de monde. C'est Twitter, Facebook, essentiellement Facebook. Donc, on a quand même quelques membres qui travaillent dans la communication. Moi, je travaille dans la com, et c'est d'abord ça que j'ai mis au profit du collectif, parce que sur les réseaux sociaux, une bonne image percutante ou une vidéo de 2 minutes efficace, ça fait du buzz et ça engraine bien. Donc, c'est vrai il y a pas mal de membres engraineurs qui sont. On a un journaliste indépendant, 2-3 nanas qui sont monteuses ou qui font de la réalisation vidéo. Il y a quelques profils qui sont dans la com parce qu'on sait que c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Désolé, mais voilà, quoi. Nous, on communique. Nous, en fait, on engraine avec des idées. On n'est pas comme Nathan. On plante pas des fruits et légumes. En revanche, on met en lumière. Quand on monte une place des alternatives, on invite les incroyables comestibles, on invite les médias qui nous intéressent, on invite les résistances et les alternatives et les luttes en cours, et puis on met tout ça. En fait, on donne tout ça à voir. Donc on essaye de le présenter sur les réseaux sociaux, de mettre la communication au service des luttes et des résistances qui nous intéressent. On fait quand même des actions. Hein. On fait des actions. Alors on organise des manifestations, mais c'est des manifestations d'information, soit très premier degré. On monte, par exemple, sur le traité transatlantique de libre-échange ou sur Monsanto, on choisit des spécialistes qu'on invite à prendre la parole, mais on essaye de ne pas faire des manifestations à l'ancienne, chiantes. Donc on invite aussi des humoristes pour qu'ils viennent rigoler sur... Monsanto, on a eu Guillaume Meurice qui travaille à France Inter, ou Audrey Vernon. Ça, c'est des gens qu'on a contactés via Facebook. Hein. Salut Guillaume, on prépare vraiment à l'arrache. Et là, c'est bouteille à la mer. Soit ils voient leur message, ils répondent, ça les intéresse, soit ça part dans le vent, c'est pas grave. Mais donc on a de la musique. On a eu Marie-Monique Robin qui est venue. À chaque marche contre Monsanto, elle a été présente. Qui est Marie-Monique Robin ? La réalisatrice de Sacrée Croissance, de Solutions locales pour... Le monde selon Monsanto, voilà. Prochaine marche mondiale contre Monsanto. Prochaine marche mondiale contre Monsanto, on essaye d'inviter Colline Serrault. Voilà, mais on essaye aussi, moi j'ai appelé la boîte de prod de Mickey 3D il y a 2 jours pour savoir si Mickey 3D voudrait pas venir jouer à Paris. Sa boîte de prod très sympa dans la région Rhône-Alpes m'a dit effectivement c'est un garçon engagé, mais il est tellement sollicité qu'il préfère intervenir sur des manifestations locales, donc il répond pour la Rhône-Alpes, il est présent, mais Paris c'est pas sa région. Voilà, mais on essaye, on se dit tiens, lui on aimerait bien, l'année dernière, il y a eu 2 ou 3 groupes de chant qui sont venus. On a plutôt des petits groupes engagés, des petits groupes parisiens pas trop connus qui font du son engagé, donc les Caribous Volants. Il y a Robin Scott qui est venu. Oui, Robin Scott, non, il n'est pas venu chanter. D'accord. Mais Colibri. Le garçon qui avait fait Colibri, la chanson. Pas connu, mais... Ouais. Monsanto. Voilà, on essaye de faire des manifestations. Des formats de manifestations plutôt amusantes pour sensibiliser des gens qui vont pas en manif, qui se sentent pas concernés, leur dire que ça peut être sympa, que ça peut être drôle, qu'on peut passer un bon moment en manif, c'est pas nécessairement le point levé à aboyer, mais ça, voilà. Et puis donc on essaye de faire des manifestations sympathiques au cours desquelles on informe les gens. Voilà, on délivre de l'information. On va peut-être illustrer ça en images. Ouais, alors sur la clé, il y a un dossier qui s'appelle Cause. C'est un petit outil dont on s'est pas mal servi. Alors, c'est un outil très simple qu'on fabrique, c'est un outil en carton. Les causes, c'est ce qu'on tient devant nous, c'est plus important que nous.
on les tient devant notre visage. Donc là, c'était une manif du droit au logement. On fabrique ça. Donc il y a des ateliers découpage, collage. Alors derrière chacune des causes, il y a une étiquette avec écrit l'abbé Pierre, ses luttes, machin, Albert Jacquard, Vandana Shiva. Ça permet de faire de l'image sympa à faire tourner sur les réseaux sociaux toujours. Hein. L'idée, c'est de faire du visuel et ça marche bien. Ça, c'est encore le droit au logement. Et c'était vachement bien parce que celles du droit au logement, on les a retrouvées après dans toutes les manifs du DAL. Quand on voyait circuler des photos, c'était au moment de la demande de trêve hivernale pour tous, les expulsions de squats et je sais plus quoi en hiver. Enfin, c'était pour demander la trêve hivernale qu'elle soit appliquée à tout le monde. Nos causes communes, on les a retrouvées dans plein de manifs après. On en avait fait pour Snowden, avec la Quadrature du Net, on s'est amusé. Pour les vaches en colère. Donc en fait, on a déroulé sur toutes les thématiques, tout ce qu'on pouvait. Ça, c'est des photos que j'avais sur mon ordi, qui sont pas des photos de manif, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. La terre. Enfin voilà. En gros, ça c'est les causes. C'est un outil qu'on aime bien. C'est un outil qu'on aime bien parce que chez les engraineurs, il y a quand même la question, quand on parle d'horizontalité, ça veut dire que ça veut dire qu'il n'y en a aucun qui s'approprie le mouvement. Moi, je suis là à vous parler et je suis considérée comme le premier moteur de ce mouvement. Et très vite, on s'est rendu compte, il y avait le mot leader et ça nous dérangeait parce qu'on disait on ne veut pas de président, en même temps il y a un leader, c'est emmerdant. Et la question du leadership, elle s'est résolue, on en a parlé, on a mis des choses sur la table, on a dit ok, pourquoi parce que en fait celui qui fait, il a plus de pouvoir que les autres, quoi. Donc si vous voulez, pour répartir les pouvoirs, il faut répartir les tâches. Chacun s'approprie, déchargez-moi, réappropriez-vous ce que je fais et j'en ferai moins et on partagera le pouvoir. Et en fait ça a été assez long à mettre en place, mais finalement aujourd'hui c'est vrai que il y a pas de je suis pas porte-parole du collectif citoyen Les Engraineurs et puis je fais un peu le training pour les autres. Je pense que ça permettra d'écrire un peu ce qu'on a raconté, l'histoire, tout ça, mais demain c'est pas nécessairement moi qui présente le collectif citoyen Les Engraineurs. Voilà. La règle du porte-parole chez les engraineurs, c'est que tout le monde peut prendre la parole, mais par contre, l'idée c'est pas de se mettre, c'est pas juste pour être devant la caméra et pour montrer son visage, quoi. Quand on parle du traité transatlantique, on travaille avec Attac, on n'est pas des spécialistes, on n'est clairement pas spécialistes, mais par contre, faut pas dire de conneries, quoi, parce que ça décrédibilise tout le monde. Donc celui qui parle, il a un minimum bossé son sujet. Il a peut-être pas le vocabulaire technique du sujet, mais il sait ce dont il parle. Et s'il sait pas, il n'hésite pas à dire qu'il sait pas, quoi. Voilà, et à renvoyer vers les spécialistes. Et donc les causes, ça permet de se cacher, en fait, de montrer la cause et pas soi. Voilà, ça permet de parler un peu des questions d'ego qui sont quand même assez présentes dans pas mal de mouvements, en tout cas dans les partis politiques c'est clair, et puis dans les mouvements associatifs c'est le cas aussi, on le sait. Hein. Donc voilà, ranger les égos dans les poches. Après il y a plein de règles d'éthique des règles d'éthique chez les engraineurs. On a le droit de faire des erreurs, mais on doit les reconnaître et en tirer des leçons. On range sa susceptibilité, c'est-à-dire on doit pouvoir se parler et pas laisser gonfler des abcès. L'idée c'est qu'on reste un groupe uni, donc quand il y a un truc qui ne va pas, on le met sur la table, on le dit, on en parle tout de suite. Ouais, là t'as déconné, voilà. Et puis l'autre, s'il se braque, c'est pas cool. L'idée c'est qu'il entende et puis que la fois d'après il fasse mieux, quoi. Parce qu'on est tous susceptibles de devenir meilleurs, hein, de progresser. Mais faut pas croire, les réunions sont plutôt agréables, hein, ça déconne. Ouais, ça déconne vachement, mais c'est vrai qu'on est. En fait, il y a personne, à part Thomas Lorenz qui est dans le fond de la salle là-bas, puis qui est pas un engraineur, mais qui est un engraineur sous-marin, parce qu'il est SR et il intervient sur les textes. Personne n'était copain, on n'était pas potes à la base, et finalement, au bout de 2 ans, on est devenu une vraie belle bande d'amis. Et là, on était en action samedi soir sur le traité transatlantique de libre-échange
Il y avait 4 personnes nouvelles avec nous, qui nous ont rejoints donc en action. C'était un bal des vampires. On a fait un débrief après, on était 12 autour de la table. Et en fait, le premier principe dans nos actions, c'est que on s'éclate, c'est qu'on s'amuse, quoi. Que ce soit des moments agréables qu'on engraine en s'amusant. Donc on met en scène des personnages, on met en scène le discours de nos ennemis, la soupe néolibérale capitaliste, on met en scène des oligarques qui viennent expliquer pourquoi les médicaments c'est pas pour tout le monde, pourquoi il faut les payer, que c'est bon, meilleur pour leur profit. On rigole beaucoup. En fait, on rigole beaucoup. Et il y a beaucoup de scènes publiques. Alors je suis désolée parce que ça part dans tous les sens. On a fait des actions à Noël, on a fait des commandos de Noël, on est allé chanter, on avait détourné des chansons. Alors des chansons de Noël, c'était vive l'argent, vive l'argent, vive l'argent, vive l'argent qu'on perd et qui s'en va sifflant soufflant dans les poches des actionnaires. Ouais. Et on est rentré, on était 12, on est rentré dans les galeries Lafayette. On déboulait à 12, on était habillés en des chiens, donc vraiment super cheap, avec nos chansons. Et le temps que les vigiles repèrent qu'on était rentrés, on était déjà arrivés à la sortie. Les vendeuses, les clients nous regardaient, mais c'est qui ces gens? Et là, vraiment, on rigole, quoi. C'est super drôle, c'est un peu désobéissant. La majorité du temps, on est sage, on déclare nos manifestations, on est en bon terme avec la préfecture de police, tout ça. Mais des fois, on a envie d'être un peu plus poil à gratter, quoi, d'aller chercher un peu plus. Et justement, dans le cadre d'un appel national comme il y avait samedi dernier sur le traité transatlantique, comment vous, particulièrement, vous investissez un espace public pour en faire parler? Alors, dans les photos, il y a un autre dossier photo qui s'appelle TAFTA. Alors, on a fait plusieurs choses. Une fois, on a fait un hypermarché transatlantique. Donc là, on s'est rendu compte que c'était plus sympa de monter une scène et de laisser les gens venir à nous que d'aller à la rencontre des gens, leur tirer la manche, vous savez ce que c'est le taffeta, machin. Donc là, on avait fait une mise en scène avec des faux produits, des maïs transgéniques, du poulet aux hormones. Je crois qu'il y a peut-être du lait des 1000 vaches, des jus de fruits 100% pesticides. Et labellisé, s'il vous plaît. C'était tout 100% OGM. Donc les gens venaient un peu interloqués, c'est quoi votre truc? De l'eau de schiste, voilà. Ça, c'est une réunion, un soir, un brainstorming. On se dispatche les trucs. Moi, je m'occupe de récupérer des bouteilles de jus de fruits. Là, on avait tout fait à la main. Toutes les étiquettes étaient faites à la main. Donc on serait parti, tiens, moi je vais faire les étiquettes, session coloriage, machin. C'est un peu atelier créatif. Le label agriculture chimique. Et voilà. Donc les flancs, bon, ça c'est une forme d'action. Hypermarché transatlantique. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre sur le taffeta? Il doit y avoir ça c'est un teaser vidéo qu'on a fait pour le collectif national. Il fallait faire une vidéo rapide pour annoncer. Je suis désolée, j'ai pas les vidéos, mais vous pouvez regarder. Il y a un compte YouTube des engraineurs et franchement, on n'est pas mauvais en vidéo. C'était une vidéo où on voyait Barroso, François Hollande et compagnie. On a tout fait avec des doigts sur des fonds imprimés. L'idée c'était 5 minutes, le coût de fabrication de la vidéo 0 et c'était super drôle, c'était sur Antisocial version espagnole, c'était super, nous on s'amuse. Ça c'est l'équipe, ça c'est tous les engraineurs qui sont présents le jour de l'hypermarché transatlantique, ça fait un peu de monde. Ça, c'était une autre action. On avait fait une action TAFTA, donc c'est marqué TAFTA Média, informez-nous. C'était au tout début de la lutte contre l'hypermarché transatlantique. Et il y a une vidéo, en fait, où l'idée c'était de produire la vidéo. Donc c'est une mise en scène. On a fait Engraine TV à cette occasion. Et Engraine TV qui vient sur le parvis de France Télévisions. Mais qu'est-ce que vous faites là, messieurs, dames, machin? Vous pourrez voir... on est là parce que les grands médias ne parlent absolument pas du taffeta, blablabla. Donc on avait écrit le petit truc, on l'a tourné en une prise, on avait suffisamment de complices derrière pour tenir les lettres, et puis voilà, ça tourne après sur les réseaux sociaux. Et il y a une autre vidéo, il y a une vidéo dans ce dossier, encore sur le taffeta, voilà. Ça c'est un teaser d'action, et sur internet vous verrez... Je sais pas si elles sont... Ouais, sur internet vous pourrez voir le résultat de la...
C'est quoi ça? Il n'y a pas le son à cause de... C'est un ordinateur de la mairie, donc c'est ultra protégé. Ah bah dommage. Alors en fait, les voix off, c'est on entend des gens qui répètent des slogans de manif. Alors Ça bug. ah ouais, ça bug. Ça bug à fond. Ah, c'est les ordinateurs publics. Hein. Dommage. Bon, tant pis. Si Allez voir la chaîne YouTube. Allez regarder notre chaîne YouTube parce qu'on a quelques petites vidéos courtes. Après, on a des vidéos plus longues qui restituent des manifestations qui sont plus pénibles, enfin plus chiantes, mais on a des petits teasers vidéo. Il y en a 2-3 qui sont assez sympas et qui sont faits juste en matériel cinéma HD, super nickel, qui coûte, qui nous ont rien coûté quoi. En fait, c'est juste de la. Bon, on n'a pas le son. On n'a pas le son. Il faut peut-être cliquer, juste cliquer, ça marche peut-être, non? Non, bah c'est pas grave. Donc ça, c'est tourné dans un squat, Paris 20e, avec une équipe de 3-4 personnes bénévoles à la caméra, dont 3 qu'on n'avait jamais vues. Donc c'était une engraineuse qui avait engrainé son staff à elle, éclairage, cadreur et compagnie. On a, 4 heures de tournage. Il y avait la Quadrature du Net avec nous là-dessus. Je crois que c'est la Quadrature du Net qui a dû filer 40 € pour les impressions, la bombe de peinture qu'on a achetée à l'occasion. Enfin bon, c'est que du bricolage. En fait, donc c'est des jolis gars qui répètent une manifestation. Ils s'entraînent parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire des manifs. Et ils vont manifester devant le Shangri-La 10 jours après, parce qu'il y a une réunion TAFTA. Donc c'est ça qu'on mettait en scène en disant... les élites économiques s'organisent et vous, voilà. D'accord. Et ça, en fait c'est que du bricolage. On n'y passe pas des plombes. L'idée chez les engraineurs, c'est qu'on n'a pas la réunionnite aiguë. On se voit très peu. On n'a même pas de réunion. Là, on n'a même plus de local, donc c'est réglé. Mais on se voit au maximum une fois toutes les 2 semaines, à part en période d'action. Là, on se voit demain soir pour parler de Monsanto. Mais on travaille, on travaille beaucoup par mailing list. Voilà. Je sais pas, j'ai dit beaucoup de choses dans tous les sens, mais si vous avez des questions, je peux répondre aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Comme notation, c'est vraiment super. Et moi, je trouve que sur un mot, c'est sympa, on s'amuse. Ouais. Par exemple, du coup, quand tu parles, on entend aussi les vieilles manifiantes, on dirait que tu dénigres un peu. Alors, c'est quand même des manifiantes qui aussi apportent beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a. Tu vois, je comprends que ce ne soit pas le mode d'action qui vous convient, mais. Alors je vais te répondre rapidement. Je dénigre pas du tout. D'autant plus qu'on travaille avec les syndicats, on travaille avec, tu vois, on est avec c'est Solidaire qui nous prête la sono. On est hyper soutenu par Attaque. On a les partis pas loin, machin. Nous, ce qu'on voulait, c'était simplement amener un mode d'action de manif différent, plus frais, quoi, nouveau. Et puis on voit que ce qu'on a, nos oligarques, tout ça, on les retrouve, on voit des photos à Lyon, à Toulouse et compagnie. Notre hypermarché transatlantique, il a engrainé. Il y en a d'autres ailleurs. Dans les photos de samedi, les photos nationales des différents collectifs, finalement, nous, on balance des idées. On considère que tout ça, c'est des biens communs. Et les gens se servent, et puis ça permet à tout le monde de réinventer la manif et d'en faire un truc un peu plus familial et festif. Donc ouais, non, je dénigre pas les syndicats. Ils ont fait évidemment, on peut que reconnaître l'importance de ce qu'ils ont fait, mais on essaye de faire autre chose, nous. Et puis après, on sait aussi que chez nous, les engraineurs, les gens qui rejoignent notre collectif, c'est des gens qui sont pas trouvés dans les structures habituelles associatives. On récupère pas mal de militants Attaque. On a pas mal de gens de chez Greenpeace qui viennent jouer avec nous, des jeunes amis de la Terre. Il y a plein de gens qui ont des doubles casquettes parce qu'ils disent bah oui, mais chez Greenpeace on me demande juste d'aller tracter pour Greenpeace. En fait, je peux rien apporter de plus. Alors que chez nous, je sais pas, tu sais faire un truc mais en fait
on considère que même celui qui a un plan avec une imprimante au bureau et qui imprime 400 tracts entre midi et 2, il est aussi important que celui qui a eu l'idée de l'hypermarché transatlantique. Parce que finalement, l'un sans l'autre, de toute façon, il n'y a rien qui se fait. Donc l'idée, c'est vraiment le pouvoir du collectif. Voilà. Il y a une autre chose que je n'ai pas dite, mais que je voulais dire. On est souvent contacté par des gens, parce qu'on a une page Facebook, Collectif Citoyen Les Engraineurs, et des gens nous contactent en disant est-ce qu'il y a des engraineurs à Toulouse, est-ce qu'il y a des engraineurs à Lyon, est-ce que machin, tout ça. Et on a décidé que le Collectif Citoyen Les Engraineurs, donc ça restera un collectif parisien. Et que néanmoins les engraineurs c'était une dynamique, c'est-à-dire que la définition elle appartient à tout le monde. On a fait un manifeste, n'importe quel collectif peut se le réapproprier et mettre le nom de son collectif. On veut pas que d'autres collectifs à Toulouse ou à Lyon ou je sais pas quoi s'appellent les engraineurs. Pourquoi ? Parce que non, pas pour la récup. Parce qu'en fait la communication elle est gérée, la page Facebook, le site internet, il est géré par 2-3 personnes, et il reflète la vie des actifs, enfin, ce qui se passe à Paris. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient le plus autonomes possible. C'est-à-dire si on dit bah ouais vous êtes des engraineurs, c'est nous qui allons gérer leur com sur les réseaux sociaux, c'est nous qui allons censurer leurs affiches. On veut pas qu'ils mettent le logo parce que ça correspond pas au ton qu'on a voulu donner nous en direction artistique à notre truc. Donc on dit ok, on partage avec vous notre expérience. La charte, elle est libre de droit. Tous les outils sont libres de droit. Vous les prenez, vous trouvez votre nom et on est collectif amis. Voilà. Vous faites une action, on vous relaiera, mais donc souvent on laisse nos numéros de téléphone. Si vous voulez savoir comment on a fait, comment vous y prendre, comment nous on s'est construit, ben appelez-nous. Et des gens nous appellent, on discute 15-20 minutes au téléphone, on leur donne 2-3 trucs, puis voilà. Mais donc ouais, les engraineurs ça n'a pas vocation à devenir une chapelle énorme, ça a vocation à rester une dynamique locale, sachant qu'il y a aussi des gens qui viennent, qui travaillent avec nous pendant 6 mois, qui voient comment ça fonctionne. Et puis par exemple là on a un garçon qui s'appelle Cédric, dans le 18e arrondissement il y a un carrefour qui va être installé à côté d'un autre je sais pas quoi, d'une grosse supermarché qui existe déjà. Il y a un collectif locaux d'habitants qui s'oppose à la construction de ce carrefour. Et ben Cédric il fait quoi ? Il emmène tout ce qu'il a acquis chez les engraineurs dans son collectif et il monte son collectif Paris 18e contre le carrefour. Et puis c'est très bien, et c'est un engraineur, c'est une lutte, et puis enfin, voilà, en gros, on est un peu je sais pas, on est peut-être une sans prétention, une petite école d'activisme alternatif. On sait que, comme on est tous bénévoles, que ça tient à peu de choses, en fait, qu'il faut avoir du temps. Nécessairement, les gens qui travaillent avec nous, ils ont du temps. On prend pas d'argent, c'est plus facile pour beaucoup de gens de donner 10 € que de donner 1 heure, parce que du temps tout le monde n'en a pas. Donc évidemment chez nous c'est aussi beaucoup de travailleurs indépendants, de gens qui sont pas salariés, qui ont un peu plus de temps à donner, ou des gens qui sont au chômage, qui se sentent utiles à rien et qui se disent bah pendant 6 mois je suis au chômage, je vais venir m'amuser avec vous, au moins je me sentirai utile. Voilà, et ça tourne. Mais ouais, ça n'a pas vocation à devenir un truc gros. Et puis on verra bien, tant qu'on a des nouvelles personnes qui nous rejoignent, on continue. On se dit qu'on fait partie d'une dynamique globale. En plus, nous-mêmes on est une dynamique, mais on fait partie d'une dynamique globale. Puis le jour où on sera fatigué, ou on aura autre chose à faire, ou on sera dans d'autres projets, ben ça s'arrêtera, puis ce sera repris ailleurs, et voilà quoi. Ce sera un mouvement éphémère ou pas, on n'en sait rien, puis on verra bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Nathan ? J'ajouterais bien un petit point aux engraineurs. Vas-y. À savoir que les manifestations, c'est vrai qu'on se retrouve souvent entre guillemets entre nous, mais il faut savoir que c'est très important. Ça crée énormément de liens inter-assos justement, et c'est très important pour les personnes qui savent même pas comment s'engager, qui viennent, qui voient qu'il y a d'autres personnes, on discute, et puis en fait c'est pas si compliqué, et puis il y a plus qu'à quoi. Donc je pense que c'est quelque chose de très important. Là, comme tu dis, l'espèce entre guillemets de procédure qu'il y a pour rejoindre les engraineurs, c'est efficace en fait.
On se rend compte, on voit déjà qu'on parle d'une personne physique, on rejoint un groupe, on voit comment ça fonctionne, on s'adapte, ça nous plaît, ensemble. et puis on fait quoi. On fait ensemble en fait. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment quelque chose, moi qui me plaît beaucoup quand je vais dans de rares occasions, aux réunions ou autres, je suis content de voir que le groupe continue, perdure, des nouvelles têtes, revoir forcément des anciennes, c'est toujours aussi très agréable, et ouais, de voir que cette dynamique qui continue, c'est génial, quoi, c'est porteur. Bonsoir, j'ai deux questions en fait. La première, c'est comment on gère à la fois l'idée d'une certaine liberté d'action, si quelqu'un veut promouvoir, proposer quelque chose à faire, et en même temps quand même, ce que pointiez du doigt, savoir qu'il faut quand même qu'il y ait une forme de cohérence, ou en tout cas d'aval sur ces actions. Et la deuxième question, c'est plus, est-ce que vous avez fait quelque chose par rapport à la loi sur le renseignement? Je vais répondre à la deuxième d'abord. La loi sur le renseignement, on est concerné, mais on était déjà engagé sur le TAFTA et sur Monsanto qu'on prépare, donc on n'a pas eu le temps et on n'a pas assez de ressources humaines, pas assez d'énergie humaine pour être partout. Donc on a été sollicité par la Quadrature du Net, notamment pour participer à leurs actions. On avait déjà travaillé avec eux, on n'a pas pu. On a dû décliner parce qu'on n'était pas assez nombreux. Et après, comment on gère c'est simple. Quelqu'un, demain, tu es avec nous, avec les engraineurs, tu es un engraineur et tu veux engager le collectif sur la loi du renseignement. Tu en engraines deux autres, ils disent ok, après tu vas juste voir combien vous réussissez à engrainer de gens au sein du collectif. Si vous êtes 5-6, c'est suffisant pour faire une action. C'est tout. Même si vous êtes 2-3, c'est suffisant pour faire une action. En fait, il ne faut pas beaucoup plus que ça. Sachant que l'action, c'est une chose qui compte. Mais ce qu'on va produire, ce qu'on va tirer comme image de l'action, ça va nous servir sur les réseaux sociaux. Donc c'est important aussi. Mais c'est le petit moteur qui a posé son idée pour une action, qu'emmène des gens avec lui. Puis hop, voilà, il y a un truc qui se fait et puis c'est réglé. L'idée, c'est que juste ce soit cohérent avec nos valeurs. Donc je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il y aurait des vétos qui seraient exercés. Je sais pas, j'imagine que il y a des sujets qui paraissent évidents. Il y en a d'autres où on aurait beaucoup plus de mal à se prononcer. La PMA, je sais pas quoi. Peut-être que il y aurait des divergences au sein des engraineurs, on ne saurait pas exactement. La GPA, j'imagine que ce serait pas évident. On se dirait, ouais, on n'est pas assez mature, on n'y a pas assez réfléchi, on ne sait pas quoi en penser, le collectif ne s'engage pas sur un sujet comme ça. Mais en revanche, les sans-papiers, le droit de vote des étrangers, la privatisation de l'eau, des semences, tout ça, c'est des sujets qui sont pour nous, quoi. Donc là, c'est... Ouais. Voilà. Et la chose importante, donc pour la prochaine marche mondiale contre Monsanto, notre mot d'ordre, c'est pour une agriculture respectueuse de l'environnement et une alimentation saine pour tous. Voilà. Et notre côté social, il est dans ces deux petits mots-là, pour tous. Parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui disent non mais moi ça va, le changement commence par moi-même, je mange bien, je mange bio, je mange plus de viande, alors tout va bien. Ouais, tu t'occupes de toi quoi en fait. Mais nous en fait on a envie de s'occuper des autres, hein, pas que de nous. Et alors cette marche, elle a lieu quand? Elle a lieu le 23 mai. Elle partira du jardin du Luxembourg pour arriver sur le champ de Mars. Alors l'horaire, j'ai pas les horaires en tête, mais ce sera publié sur les réseaux sociaux, tout ça. Et sur il y le a champ... un événement pris sur Facebook. Ouais, il y a un événement sur Facebook. Il y aura sur le champ de Mars, il y a un kiosque à musique, donc il y aura des groupes de musique, il y aura des intervenants rigolos. L'idée, c'est de faire un grand pique-nique partagé sur les pelouses. On parlera Monsanto, mais on parlera agriculture, on parlera climat. Et on parlera TAFTA. De toute façon, en gros,
Monsanto pour nous c'est un mot d'ordre qui est populaire. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le sujet Monsanto, donc ça permet de faire venir du monde en manif. Une fois que les gens sont là, c'est pas une prise d'otage, mais on profite du fait qu'ils soient là pour leur parler d'autres choses, des choses dont ils n'ont pas nécessairement entendu parler. Voilà. Parce que TAFTA, forcément, ça amène moins de monde en manif que Monsanto, quoi. Pourtant, c'est lié. Et pourtant, c'est lié. Et si le TAFTA passe, Monsanto, voilà, on y aura tous droit. Donc on essaye de... Ouais. Et alors, TAFTA, vous connaissez? Il y a des gens qui connaissent pas le TAFTA ici? Qui connaissent pas, c'est ça? Ouais. Tout le monde connaît. C'est parfait. Ouais. Merci à tous les deux. Une dernière question? Ouais, j'ai juste une dernière question par curiosité. C'est quoi à côté de cet engagement professionnellement? Du coup, toi, tu disais que tu étais dans la com. Ouais. Alors moi, j'étais au moment où les Engraineurs s'est monté, j'étais freelance depuis 8 ans, maison des artistes en graphisme. J'avais beaucoup de temps. Et depuis 4 mois maintenant, je suis directrice artistique du journal Les Échos, qui est tout à fait en accord avec... Bon, ouais, d'accord. Voilà, j'ai moins de temps, mais je reste active quand même. Et puis c'est marrant d'être nourrie par le grand capital pour derrière... S'en servir. Ouais. Après, là où j'étais contente, moi, c'est que j'ai un nom d'activiste. Enfin, c'est pas mon nom de famille qui apparaît sur les réseaux sociaux, ce qui est plutôt bien parce que je pense que pour ma carrière professionnelle, ça aurait pas été. Non, ça aurait pas été terrible. Mais les autres, il y a un fameux engraineur, François, dans nos manifs, il est toujours habillé en fille. Il est hétéro, il n'y a pas de problème, mais il aime bien se déguiser en fille. François, il est menuisier. Aux invalides, menuisier de l'armée. Donc il est menuisier, charpentier, il fait la menuiserie. Donc lui, il peut sortir des costumes de militaires, ce qui peut nous être utile parfois. Ça nous a déjà été utile. On avait un militaire casqué avec toutes les décorations, machin, en manif. C'est assez drôle. La grande banderole de l'hypermarché transatlantique, il l'a fait faire dans les ateliers des invalides, par exemple. On a... Qu'est-ce que font les autres? Corinne, elle est travailleuse indépendante aussi. Elle travaille beaucoup pour France Télévisions, montage vidéo et compagnie. Il y a quand même pas mal de travailleurs indépendants, en fait, plus que de salariés. Claudine, elle est salariée Claudine, c'est celle qui s'occupe beaucoup du secrétariat. Elle est salariée d'une société d'assurance. Mais elle, tous les soirs, elle s'occupe du secrétariat des Engraineurs. Elle répond à tous les mails. Je sais pas quelle énergie, enfin, où est-ce qu'elle trouve son énergie, parce que c'est vraiment elle la plus... c'est vraiment elle qui donne le plus. Elle est hyper présente. Non, c'est marrant, c'est des profils très différents. On aimerait bien avoir plus de jeunes. Je sais pas, la tranche d'âge chez nous, c'est 30, 40, quoi. On aimerait bien avoir des 25. Ouais, non, mais juste pour voir comment eux, ils penseraient les actions, voir ce qu'on pourrait faire avec eux pour. Mais ceci dit, oui, ça va plus que 45. Il y a des gens, il y a des engraineurs de 60 sans problème qui jouent le jeu, qui se mettent en vampire, qui se mettent en scientifique pour faire l'hypermarché transatlantique. C'est hyper drôle, en fait. C'est drôle. En fait, on fait des choses très sérieuses en se prenant absolument pas au sérieux. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on met notre créativité ou notre sens, au service de luttes qui sont super sérieuses. Politiquement, on y croit, quoi. Enfin, moi, je suis pas politique, je suis pas dans un parti politique. N'empêche que je comprends pas bien comment il est possible qu'on puisse s'approprier la terre. C'est un sujet propriété privée du sol, de la terre. C'est un truc qui me dérange. Et tous les engraineurs, c'est des gens qui enfin pas tous, mais qui sont plutôt, qui ont des valeurs bien posées. Et après, il y a engraineur, là où on engraine d'abord, c'est au sein du collectif. Il y en a qui sont un peu moins construits politiquement que les autres,
bah ceux-là on les engraine, donc on s'engraine nous, puis après on va engrainer à l'extérieur mieux. Voilà. Et tu disais, pour revoir le collectif, il faut aller à un événement que vous faites et après à rencontrer les membres, et du coup, en fonction de... Bah, en fait, exactement. Par exemple, là demain soir, il y a une réunion au Jardin d'Alice, je peux à 19h, 19h30 pour l'organisation de la prochaine marche mondiale contre Monsanto. On a appelé des nouveaux à venir travailler l'orga avec nous. Donc il y a 3-4 personnes nouvelles qui sont en train de bosser à l'orga avec nous. Mais en gros, le process, c'est la majorité du temps, les gens envoient un mail, bonjour, je souhaite rejoindre le collectif. On dit ok, on te met dans la mailing list. Tu verras passer à un moment, on appellera à des ateliers. Ce jour-là, on vient. Et puis c'est comme ça. Les gens viennent en réunion une première fois ou rejoignent une action sur le terrain directement quand on appelle sur les réseaux sociaux. Et puis là, on se rencontre et ça fait des quiproquos assez drôles. Je termine avec ce truc-là, le Shangri-La. Le Shangri-La, donc c'était une manifestation du collectif national Stop TAFTA. On était un peu en peine avec les partis politiques parce que c'était au moment des européennes et nous, on est indépendants des partis, même si on sait que les valeurs qu'on défend sont plutôt des valeurs historiquement issues de la gauche. On se veut indépendant des partis politiques. Pour nous, c'est important que ce soit pas truffé de drapeaux verts ou de drapeaux rouges quand on fait une action parce que ça peut rebuter des gens et qu'on aimerait bien les engrainer, ces gens-là, quand même. Ce jour-là, au Shangri-La, on avait donc travaillé à l'orga avec Attaque et puis on avait fait donc des oligarques. Et on avait des oligarques qui prenaient la parole, chacun leur tour, ils introduisaient des membres de la société civile. Donc on avait un oligarque qui parlait des OGM, qui disait pourquoi les OGM c'était important, pourquoi l'agriculture industrielle, que les pesticides c'était bien, tout ça. Et puis on avait Gérard de la Confédération paysanne, faucheur volontaire, qui venait lui donner la réplique. Donc on faisait le débat contradictoire sur la scène. On avait l'agriculture, les médicaments, les brevets sur les logiciels, je sais plus, 4 ou 5 thèmes différents. Et on avait appelé les gens à s'habiller en oligarques pour nous rejoindre. Puis on avait les clowns activistes qui faisaient notre armée, donc qui nous protégeaient. Et il y a un garçon qui arrive, donc François, habillé en fille, en oligarque fille, avec sa barbe. On était sur le camion plateau, tous un peu tendus, parce que monter sur un camion plateau, quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole devant une foule de manifestants, déjà c'est un petit... Enfin, en général, on est tous comme ça. Et François, il débarquait de nulle part. Act Up ou April m'avait dit on attend, il y a quelqu'un qui va prendre la parole, qui va faire notre oligarque, on l'attend, il va arriver. François, il arrive, moi je le chope, je lui dis c'est toi qui viens parler pour Act Up? Il me dit non, je suis pas au courant. Je fais si, c'est toi, ils me l'ont dit. Hop, on le met sur le camion plateau, on lui file le papier. Il lit. Et puis 2-3 semaines, et puis après la manif se termine, il part, et puis 2-3 semaines après, il y avait des portes ouvertes du squat dans lequel on était, et il y a un grand gars qui arrive qui fait je sais qui vous êtes, mais vous savez pas qui je suis, moi. On regarde, on comprenait pas. Et en fait, c'était lui qui avait porté ce discours qui était absolument pas envoyé par Act Up. En fait, il était là parce qu'il avait vu sur les réseaux sociaux que les engraineurs appelaient des oligarques, machin. Il avait mis son costume, il avait déboulé. Et puis finalement, il est resté avec nous et c'est un super membre, mais c'est un... Du coup, à la manif TAFTA de samedi, c'est vous qui étiez tous déguisés en vampires? C'est vous qui avez chanté pendant la manif Ouais, mais il n'y avait pas que nous, parce qu'en fait, l'idée des vampires, c'était pas l'idée des engraineurs, c'était pas la nôtre, c'était le collectif national qui avait décidé de faire des vampires, et nous, on s'est dit qu'on allait jouer le jeu des vampires avec le collectif national, et donc il y avait aussi des jeunes d'Attaque Campus, il y avait des jeunes écolos, il y avait des jeunes amis de la Terre, il y avait pas mal de monde dans les vampires. D'autres questions Voilà. Avant de terminer. Merci à tous les deux. Merci à vous. Du coup, pour terminer l'apéro thématique, on vous invite à rejoindre le bar, entre guillemets, parce que c'est sans alcool, là, la fête est plus folle. Et puis, on espère que le débat vous a plu. N'hésitez pas justement à remplir les petits questionnaires d'avis, ça nous permet de nous améliorer pour les prochains. Et en parlant de prochains,
Au mois de mai, l'apéro thématique va être un petit peu particulier parce qu'il va se dérouler au Parlement européen à Strasbourg. Donc c'est vrai qu'il n'est pas ouvert au grand public. Bon, il va être ouvert, mais bon, il faut aller à Strasbourg pour ça. C'est un petit peu particulier parce qu'on a un leader d'un mouvement paysan qui s'appelle Ekta Parishad, un mouvement indien qui vient faire une tournée européenne, et c'est l'occasion pour nous d'utiliser sa présence pour sensibiliser tous les parlementaires européens aux problématiques d'accaparement de terre en Inde, et de faire connaître leur prochaine action d'ampleur, puisqu'ils prévoient en 2020 de faire marcher plus de 1 million de paysans à travers le monde, dont à peu près 500 000 en Inde. Voilà, ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai, hein, ils en ont fait une en 2007 et en 2012. Et donc voilà, c'est l'occasion de faire parler de ce mouvement-là. Et du coup, comme on a envie quand même de se rattraper, au mois de juin, on a le numéro 1 d'Ekta Parishad, donc qui n'est pas le leader, mais qui vient sur Paris. Donc on n'a pas encore la date exacte. On sait qu'il est à Paris entre le 12 et le 17 juin. Donc l'apéro thématique devrait tomber sur ces dates-là. Et ça sera l'occasion donc de projeter un film qui s'appelle Millions Can Walk, qui donc est un film qui parle de la marche de 2012, qui a rassemblé 500 000 paysans sans terre indiens, et donc de débattre après sur les sujets d'accaparement de terre en France comme en Inde. Voilà, donc entre le 12 et le 17 juin, et donc si vous voulez savoir la date exacte, inscrivez-vous à notre lettre d'info ou allez voir sur notre site internet. Voilà. Merci. Non, merci à tous les deux. Merci. Et puis voilà, allons.